Et si l'un des plus grands mystères des mathématiques, un problème qui nous turlupine depuis presque 300 ans, n'était en fait pas du tout une question de chance? Et si c'était plutôt un simple problème de mécanique, un peu comme un engrenage qui tourne inévitablement? C'est en tout cas la prétention d'une nouvelle théorie, une théorie assez audacieuse. Allez, on va décortiquer ça ensemble. La question en soi, elle est presque enfantine. Est-ce que n'importe quel nombre pair plus grand que 2 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers? Alors on essaye. Par exemple, 10, c'est 3 plus 7. Et 20, c'est 7 plus 13. Ça a l'air de marcher à chaque fois, n'est-ce pas? Eh bien ça, c'est la fameuse conjecture de Goldbach. Une énigme toute simple en apparence, mais qui fascine le monde depuis des siècles. Alors, au programme aujourd'hui, pour bien saisir cette nouvelle approche, d'abord, on va faire un petit retour en arrière sur les 280 ans d'histoire de cette énigme. On verra comment on est passé d'une vision qui était basée sur le hasard à une idée de pure mécanique. Ensuite, on va vraiment ouvrir le capot de ce qu'on appelle le moteur de Zartuna. On va même le pousser à fond avec un test de résistance. Et à la fin, bien sûr, on se posera la grande question, est-ce que le problème est enfin résolu? Bon, avant toute chose, un peu de contexte. Parce qu'attention, on ne parle pas de n'importe quel petit problème de maths, là. C'est une véritable montagne. Une montagne que les esprits les plus brillants essayent de gravir depuis presque 3 siècles. Et personne n'a encore atteint le sommet. Donc on le comprend bien, l'enjeu est absolument colossal. Et cette chronologie, elle est vraiment parlante. On voit bien qu'entre 1742, quand l'idée est posée pour la première fois, et 1923, avec l'approche basée sur les probabilités, eh bien, le problème est toujours resté dans le flot, dans le domaine de l'incertain. C'est justement pour ça que la publication récente de Eddie Zarcuna fait autant de bruit. Elle arrive et prétend tout simplement changer les règles du jeu. Ok, alors comment est-ce qu'on a essayé de s'attaquer à ce problème historiquement? Pendant des siècles, en fait, la pensée dominante, l'idée principale, elle reposait sur un concept très simple. Le hasard, la chance tout simplement. Le raisonnement, c'était le suivant. Plus un nombre pair est grand, plus il y a de nombres premiers à notre disposition pour essayer de former des paires. Du coup, la probabilité de trouver une paire qui marche devient écrasante. C'est un peu comme si on lançait une pièce des milliers de fois. On est quasi certain d'obtenir pile à un moment, mais on ne peut jamais le garantir à 100%. C'est une très bonne intuition, mais ce n'est pas une preuve formelle. Et c'est précisément là que tout bascule, que le changement de paradigme arrive. L'article de Zarcuna, lui, il arrive avec une idée complètement radicale. Il nous dit « et si la conjecture n'avait rien à voir avec la chance? Et si c'était juste une question de structure, une sorte de mécanique inévitable ?» C'est un changement de cap à 180 degrés, vraiment. On abandonne l'idée d'une vision statistique, qui nous dit juste qu'il y a une forte probabilité que ça marche, pour une vision mécanique, qui affirme une nécessité absolue. L'argument n'est plus « bon, il y a plein de nombres premiers, donc ça devrait le faire ». Non, l'argument devient « la structure même des nombres fait que l'échec est tout simplement impossible ». Cette citation de Eddie Zarcuna résume parfaitement cette nouvelle philosophie. Il dit « l'existence de partitions n'est pas une coïncidence stochastique, mais une nécessité mécanique ». Autrement dit, trouver une solution, ce n'est pas un coup de chance, un heureux hasard. Non, c'est le résultat inévitable d'un processus, un peu comme un engrenage qui tourne et arrive forcément à destination. Alors concrètement, comment elle fonctionne cette fameuse machine? Eh bien, l'article la présente comme un moteur en 2 temps. On va l'appeler le moteur de Zarcuna pour que ce soit plus simple. Allez, on va jeter un œil à l'intérieur, voir comment ça tourne. Le processus, en gros, se déroule en 3 étapes très simples. Première étape, générer. La machine crée une piscine immense de paires de nombres qui sont des candidats potentiels. Deuxième étape, filtrer. Un crible, une sorte de passoire, vient éliminer toutes les paires qui ne fonctionnent pas. Et enfin, troisième étape, et c'est le point clé, garantir. Le système est conçu de telle manière qu'il est garanti qu'il reste toujours des solutions à la fin. Alors, cette première partie du moteur, l'opérateur de bassin, c'est un peu le générateur du système. Imaginez une sorte de fontaine qui produit en continu des paires candidates. Et le truc, c'est que pour un nombre pair donné, ce réservoir de paires, il grandit de manière linéaire. C'est-à-dire que plus le nombre cible est grand, plus le réservoir de matière première devient gigantesque. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, le secret de la machine. Il y a un déséquilibre fondamental. D'un côté, le réservoir de candidats, le générateur, qui grandit très très vite, de façon linéaire. Et de l'autre, la puissance du filtre, qui, elle, grandit beaucoup plus lentement. En fait, c'est une course truquée dès le départ. Le générateur aura toujours une avance colossale sur le filtre. Du coup, le nombre de solutions qui restent à la fin, il ne peut tout simplement jamais tomber à 0.
Mais bon, affirmer que ça marche, c'est une chose. Le prouver, c'en est une autre. Et pour prouver que ce moteur est vraiment infaillible, l'article ne se contente pas de le faire tourner gentiment, non. Il va le soumettre au pire scénario possible. Un véritable crash test, un test de résistance ultime pour voir s'il y a une seule chance qu'il casse. Alors, en quoi consiste ce test ? Au lieu d'utiliser un filtre normal, le modèle utilise un filtre beaucoup plus méchant. Un filtre qui va utiliser tous les nombres de la forme 3n plus ou moins 1. En gros, c'est un test ultra destructif. L'idée, c'est de créer un filtre qui élimine non seulement les mauvaises paires, mais qui détruit au passage un très grand nombre de bonnes solutions. S'il tient le coup face à ça, eh bien sa résistance est prouvée sans l'ombre d'un doute. Et c'est là que la logique est absolument magnifique, car ce filtre ultra destructif contient aussi tous les nombres premiers nécessaires au vrai test. Du coup, n'importe quelle paire de nombres qui arrive à survivre à ce massacre, à ce crible aveugle, est nécessairement une partition de Goldbach. C'est imparable. Si ça survit au pire test imaginable, alors ça survit forcément au test normal. Et c'est là qu'on a le moment Eureka. À l'issue de ce test destructeur, ce qui en ressort, c'est cette formule mathématique. Elle nous dit que le nombre de solutions garanties, même dans ce scénario du pire, suit une loi de puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne stagne pas et qu'il ne diminue pas, il croît inévitablement et pour toujours vers l'infini. Ok, une formule, ça peut paraître un peu abstrait. Alors, ramenons ça à du concret. Prenons un tout petit nombre, par exemple 20. Eh bien, même pour 20, la formule garantit qu'il existe au moins une solution. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que dès le tout début, pour les petits nombres qu'on peut vérifier à la main, ce plancher de sécurité est déjà en place. La théorie est bien ancrée dans la réalité. Regardons ce crash test pour le nombre 540. C'est très parlant. D'un côté, on a le modèle historique, celui de Hardy-Littlewood, qui prédisait 48 solutions. En réalité, il y en a 30. Il surestime donc de 60%. Il s'emballe complètement. Et de l'autre, on a le nouveau modèle. Lui, il ne prétend pas deviner le nombre exact. Ce qu'il fait, c'est qu'il fournit un plancher de sécurité, un minimum garanti. Et ce minimum, il reste bien sagement en dessous de la valeur réelle. Il est prudent, il est ancré. Alors, au final, qu'est-ce que tout cela signifie? Où est-ce que ça nous mène? Eh bien, si cette approche mécanique est validée par la communauté, ça ne résout pas juste un problème. Ça change en profondeur notre manière de comprendre la nature même de cette énigme. Alors, si on devait résumer les points absolument essentiels à retenir, premièrement, on a un changement de paradigme. On passe du hasard à la mécanique. Deuxièmement, on a ce moteur de Zarkuna, conçu de telle sorte que sa production de candidats sera toujours supérieure à la capacité de destruction de son filtre. Troisièmement, il en découle une loi de puissance qui garantit que le nombre de solutions ne fera que grandir jusqu'à l'infini. Et donc, la conclusion finale, c'est que la conjecture ne serait pas un heureux accident, mais une fatalité géométrique. La question finale, celle qui reste en suspens, est donc celle-ci. Est-ce qu'une des plus célèbres énigmes mathématiques vient d'être résolue, non pas par un coup de dé probabiliste, mais par la pure et froide logique d'une mécanique ? Évidemment, la balle est maintenant dans le camp de la communauté mathématique, qui va devoir éplucher cette preuve dans les moindres détails. Mais quoi qu'il arrive, ce changement de perspective est en lui-même déjà absolument fascinant.